Alors, autre caractéristique de l'innocence véhiculée par un type de thématique très, très, très récurrente, c'est les amours difficiles, platoniques pendant assez longtemps, et avant qu'on ne passe à la concrétisation qui permettra la naissance d'un enfant, il y a aussi des difficultés de parcours qui sont fréquentes, et le public américain était très, très, très friand de ce type de difficultés. Alors, je pourrais citer beaucoup de noms, mais je vais me limiter au western. C'est assez flagrant, parce que le héros du western est donc le bon, c'est un puritain dans son esprit, très innocent, et lorsqu'il rencontre une fille remarquablement belle, qui a tout pour plaire, il perd un peu ses moyens. Comment l'aborder, cette créature qui sort d'un univers qu'il ne maîtrise pas, et pourtant il est attiré par elle. Alors regardez le comportement de John Wayne devant N.J. Dickinson dans Rio Bravo, et vous avez tout. Ou bien vous prenez James Stewart, non seulement c'est western, dans les films qu'il a tournés dirigés par Frank Capra, dès qu'il est devant Jean Arthur ou je ne sais qui, c'est pareil, il se met à bégayer. Déjà, il bégaye un peu au naturel, mais là, il s'est accentué, ses mains partent dans tous les sens, il ne sait pas quoi faire de son chapeau, et pourtant, il faut bien faire un minimum pour que cette jeune fille reste à ses côtés et devienne son épouse. Et ça dure très longtemps, dans les années 50. Vous prenez le personnage qu'a incarné Montgomery Clift, par exemple, devant une femme. C'est pareil, lui qui était peut-être l'incarnation première de l'innocence durant cette décennie, face à Elizabeth Taylor qu'il rencontre dans Une place au soleil, où il est en quête de succès social, et elle, c'est une fille qui appartient à sa famille, une famille extrêmement riche. Non seulement elle représente l'argent, mais elle est la beauté, elle est son alter ego. Mais comment l'approcher alors que lui il vit avec une gamine qui appartient au peuple, qui n'est pas très belle et tout, mais avec qui il s'entend bien. Et là, il est complètement dépassé, et par l'attrait érotique, et bien entendu le désir de réussite socio-économique. Un autre film qu'il a d'ailleurs fait dans lequel il y a la même chose, mais là c'est la race, les différences raciales qui jouent, mais c'est un autre obstacle qui empêche l'amour de se concrétiser rapidement, c'est dans Le bal des maudits, où c'est lui, le juif, qui rencontre une fille WASP, White Anglo-Saxon Protestant, donc une fille blanche protestante, jouée par Oplange. Alors là, il ne sait pas du tout comment l'approcher, il lui faut plus de 2 heures pour pouvoir l'embrasser. Alors, ça nous amène effectivement, en citant Clift, à parler de la décennie par excellence durant laquelle l'innocence va être au premier plan, parce que dans la réalité, elle ne l'est plus. En 1951 sort un livre. En anglais, ça s'appelle The Catcher in the Rye. En français, L'attrape-cœur, de Jérôme David Salinger, qu'on appelle J.D. Salinger. C'est un roman qui, je crois, a été lu par 60 millions de lecteurs à travers le monde, et qui a absolument ravi tous les jeunes Américains et Américaines de l'époque. Pourquoi ? La date de sortie est importante. 1951, c'est 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a été la pire de toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de gens aux États-Unis ont ignoré ce qui s'est passé en Europe, voire même en Asie. Car il faut bien le savoir, les Américains, par leur guerre de sécession, qui ont mené quand même à cette époque-là 2 grands conflits d'intervention à l'échelon mondial, cette guerre n'a pas eu lieu sur leur terre même. Même le bombardement de Pearl Harbor, ce n'est pas sur la terre américaine elle-même, c'est Hawaï, c'est une île. Donc la population américaine ignorait l'existence des camps de concentration et d'extermination. Quand les GIs arrivent dans les premiers camps d'extermination qu'ils sont amenés à libérer, seuls leurs officiers connaissaient leur existence et ce qu'on pouvait y faire. Mais le soldat de base, devant ce qu'il voit, c'est l'horreur. Et beaucoup vont rentrer complètement traumatisés, vont être traités pendant des mois, des années pour retrouver leur équilibre psychique. Donc l'homme est capable de ça, d'exterminer sur commande en mettant des corps dans des fours pour éliminer des races qui ne plaisent pas à des dirigeants quelque part. Pour ceux qui ont vécu la guerre dans le Pacifique et qui ont été faits prisonniers par les Japonais, bon,
c'est pas, si j'ose dire, aussi pire, mais les Japonais les ont traités cruellement. Il y avait un véritable sadisme à leur égard. Et lorsqu'ils sont revenus au pays d'origine et ont raconté ce qu'ils ont dû subir, le fanatisme de ces soldats, de ces officiers japonais, les gens ne comprenaient pas qu'on puisse être ainsi quand on est né sur la planète Terre. Donc il y a ce traumatisme-là. Puis il y a autre chose aussi qui marque les Américains, même s'ils ont tendance à l'occulter, ce sont les deux expériences, l'expérience faite dans le désert américain d'abord, mais ensuite les deux autres expériences faites à Hiroshima et à Nagasaki, d'envoi de bombes atomiques pour accélérer la fin de la guerre dans le Pacifique, parce que le fanatisme militaire des Japonais faisait en sorte qu'il était impossible de reprendre toutes ces îles et bien sûr de neutraliser Tokyo également. Donc il fallait effrayer la population rapidement. On avait essayé de le faire avec les Allemands aussi, en bombardant Dresde et puis Hambourg, mais sans que Hitler baisse les bras. Là, il fallait que Hirohito les baisse d'un seul coup. Il fallait anéantir deux endroits très limités, mais avec un nombre de morts épouvantable. Et là, ça marchait. Hiroshima et Nagasaki entraînent donc la reddition de l'armée japonaise. C'est l'après-coup qui est important de considérer, c'est que les intellectuels américains se mettent à réfléchir. Nous avons libéré l'Europe du nazisme. Nous avons mis fin à une guerre de fanatiques de l'autre côté, dans l'autre hémisphère, mais à quel prix? Nous sommes les bons, eux étaient les méchants et les mauvais, mais nous avons détruit. D'où un sentiment de culpabilité et surtout un désir d'arranger les choses avec le plan Marshall, distribuer beaucoup d'argent en Europe pour permettre la reconstruction du pays, etc., sur une bonne conscience, en d'autres termes. Et Salinger, dans son roman, véhicule tout ça très indirectement. C'est quoi The Catcher in the Rye? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va quitter son école, bon, il est un peu agité, etc., et se retrouve à New York. Et là, à New York, bon, j'évite les détails, il y a sa petite sœur, Phoebe, qui va le rejoindre, et il y a partout sur les murs des mots à 4 lettres, des mots à caractère sexuel. C'est impossible qu'elle voie ça, parce qu'elle est complètement innocente. Lui aussi, c'est assez innocent, même s'il est un peu agité. Mais il ne faut pas qu'elle apprenne ça à son âge. Elle va demander qu'est-ce que ça veut dire, ça. Donc il passe, son rêve, c'est d'effacer partout sur les murs ces mots à 4 lettres. Et avec sa sœur, ils imaginent une chose, c'est de mettre en pratique, c'est un poème d'un Écossais, un poète, Robert Burns, qui s'appelle The Catcher in the Rye. C'est intraduisible en français, c'est celui qui attrape dans un champ de seigle. Alors, ça donne l'attrape-cœur. Alors, lui et sa sœur rêvent d'être au sommet d'une espèce de colline, de falaise, qui est faite il y a du seigle partout, plein d'enfants qui jouent heureux comme tout dans la nature, etc., comme autrefois, n'est-ce pas, la nature. Mais voilà, il y a la falaise et il n'y a pas de barrière. C'est le champ de blé au ras de la falaise. Donc il faut courir à toute vitesse d'un bout à l'autre de la falaise pour empêcher un enfant égaré de tomber dans le vide. Vous voyez comment on veut préserver l'innocence à tout prix. Et The Catcher in the Rye, pour la jeunesse de 1951, c'est ça. Comment sauver la pureté de l'Amérique et du monde, alors que le monde s'est adonné une espèce d'autodestruction collective inégalée dans l'histoire de l'humanité. Alors à l'écran, vous allez avoir une déferlante d'acteurs, surtout les acteurs. Il n'y a pratiquement que 2 actrices qui vont incarner cela, qui vont incarner ce souci de préserver ce qui reste encore d'innocence aux États-Unis. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, le premier, c'est Montgomery Clift, Monty Clift, qui, dans le deuxième film qu'il tourne, Les Anges marqués, The Search, qui est un film sur l'après-guerre. Il joue un soldat, un GI, qui se trouve en Europe et qui va s'occuper d'un petit garçon tchèque, un orphelin, qui ne sait pas où aller et tout. Et ce film n'est pas le premier qu'il tourne. Le premier, c'est donc le western avec de Hawks, La Rivière Rouge, aux côtés de John Wayne. Mais il se trouve que c'est Les Anges marqués qui sort en premier. Et son jeu, qui est extrêmement naturel, spontané, innocent, et pas que le personnage qu'il joue qu'il l'est, mais l'acteur semble aussi très innocent, va subjuguer la jeunesse américaine qui voit ce film et en fait une star absolument instantanée. Et dans les autres rôles qu'il va le tenir par la suite, pas tous, mais plusieurs, tant qu'il y aura des hommes, par exemple, il va jouer ce personnage de l'innocent finalement attardé dans un monde qui ne l'est plus, mais qui essaie de rester lui-même contre les vents et marées du moment.